Merci. Sous-titres par Dima Torzok hors de contrôle. Les États-Unis d'Amérique détruisent l'Iran et l'Iran, en réponse, attaque déjà 5 pays en même temps, même Oman. Et dans ce contexte, l'Arabie Saoudite a repris des frappes directes, oui, contre le Yémen voisin où est basé l'un des groupes proxy de l'Iran, les Houthis yéménites. Aujourd'hui, le 13 juillet, des avions saoudiens ont bombardé l'aéroport international de Sanaa. La raison officielle, c'est la suivante. Il fallait empêcher un avion civil iranien d'atterrir. L'avion a quand même atterri, simplement dans une autre ville. Eh bien, oui. La raison officielle est la suivante. Il fallait empêcher un avion civil iranien d'atterrir. L'avion a quand même atterri, simplement dans une autre ville. Ils ont immédiatement répondu que, je cite, « l'Arabie saoudite a annoncé le début de la guerre et en porte l'entière responsabilité ». Mais voici ce qu'il est important de comprendre tout de suite. Ce n'est pas une nouvelle guerre. Non. C'est une guerre qui dure depuis 2014, mais qui a été mise en pause en 2022. Dans cet épisode, nous expliquerons en détail ce qui s'est passé et pourquoi il s'agit d'une ancienne guerre, pas d'une nouvelle. Et surtout, pourquoi les Saoudiens ont-ils attaqué le Yémen justement maintenant ? Parce que derrière la frappe contre l'aéroport de Sanaa se cache un piège pétrolier dans lequel Riyad a été entraîné par cette guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et nous parlerons aussi de la façon dont cela porte le coup de grâce à cet axe de résistance de Téhéran et, ce qui est très important, pourquoi Israël s'est soudainement retrouvé en quelque sorte à l'écart alors que toute la région, excusez-moi, est en train de se battre. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de tous ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors, commençons par les faits. Le matin du 13 juillet, plusieurs frappes aériennes saoudiennes ont visé l'aéroport international de Sanaa. C'est la capitale du Yémen, que les Houthis contrôlent depuis 2014. Selon la version du gouvernement yéménite reconnue par la communauté internationale, l'objectif était d'empêcher un avion iranien d'y atterrir. Déclaration du ministère des Affaires étrangères du Yémen. Les milices terroristes Houthis, soutenues par le régime iranien, n'ont pas permis aux avions nationaux yéménites d'atterrir à l'aéroport de la capitale et ont insisté pour que l'avion iranien viole l'espace aérien yéménite. C'est pourquoi la piste d'atterrissage a été attaquée. D'ailleurs, Riyad ne commande pas officiellement ces frappes. Donc si vous n'avez pas compris, l'idée était la suivante. Les forces gouvernementales yéménites, devaient en faire atterrir leur avion. Les Houthis s'y sont opposés, mais voulaient y faire atterrir un avion iranien. Et donc les autorités officielles du Yémen ont décidé d'empêcher cela, mais c'est l'Arabie saoudite qui a frappé. Elle a détruit la piste d'atterrissage et, par conséquent, l'avion iranien n'a pas pu atterrir. Je vais expliquer de quels avions il s'agit. Il faut aussi comprendre cela. Tout d'abord, il s'agissait d'un avion de la compagnie aérienne iranienne MAN Air, à bord duquel la délégation des Houthis rentrait. Elle rentrait des funérailles d'Ali Khalikhmadze, le leader suprême iranien tué. Sur la vidéo actuellement diffusée par les médias Houthis, Nasr ad-Din al-Ammer, qui est le vice-chef du département des médias d'Ansar Allah, c'est ainsi que l'on appelle les Houthis yéménites, n'a pas pu atterrir à Sanaa. L'avion n'a pas été endommagé, il a simplement été redirigé vers Hodeïda, une ville portuaire sur la mer Rouge. L'Iran et ses alliés ont immédiatement présenté cet atterrissage comme une victoire symbolique sur le blocus saoudien. En gros, peu importe à quel point les Saoudiens essaient de fermer le ciel au-dessus du Yémen, l'avion a quand même réussi à passer et à atterrir. Bon, pas à Sanaa, mais au moins à Hodeïda. La réaction des Houthis à tout cela est extrêmement dure. Le porte-parole militaire du mouvement, Yahya Saria, a déclaré, je cite, « L'agression saoudienne contre l'aéroport de Sanaa a mis fin à la phase de désescalade et elle doit assumer les conséquences de son agression. » Un haut responsable, Azem al-Assad, du même mouvement, a ajouté « Le régime saoudien découvrira qu'il s'est creusé sa propre tombe. » Sa propre tombe, et voilà, le ministère des Affaires étrangères des Houthis a déjà noté l'essentiel. Ils disent que c'est une violation de la trêve établie en 2022, et selon leur formulation, la frappe saoudienne marque le début de la guerre. Abonnez-vous. هذه اللحظات مشاهدينا الكرام كما تشاهدون غارات جوية عدوانية على مطار صنعاء الدولي إلى حد الآن بغارتين استهدفت مدرج الهبوط والإقلاع هنا كما تشاهدون.
Goncourt Production, Goncourt. Concord Production, Nancy Goncourt. Nancy. L'araignée Nancy. Araignée. Sous-titres par Dimator-Zok. Sous-titres par Dimator-Zok. Sous-titres réalisés par Dimator-Zok. Mais en réalité, ce n'était qu'une question de temps avant que cette guerre n'éclate à nouveau. Suivons la chronologie pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une guerre nouvelle. 2014. Les Houthis yéménites, c'est-à-dire le mouvement chiite Ansar Allah, s'emparent de la ville de Sanaa. Ils sont activement soutenus par l'Iran. Le président du Yémen fuit Sanaa vers le sud, dans la ville d'Aden, où il réside encore aujourd'hui. Une guerre civile éclate au Yémen. 2015. L'Arabie saoudite forme une coalition composée de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, avec le soutien des États-Unis d'Amérique, et lance une guerre aérienne contre les Houthis. En même temps, elle impose un blocus du Yémen par voie terrestre, maritime et aérienne. Le résultat de ce blocus, selon l'Organisation des Nations Unies, est l'une des pires catastrophes humanitaires de la planète, car des millions de personnes sont au bord de la famine, avec des systèmes de santé et d'approvisionnement en eau détruits. Le résultat de cette campagne a été désastreux, car après plus de 5 ans de bombardement, cela s'est soldé par un échec. Ensuite, on en est arrivé au point où les Émirats et l'Arabie saoudite, qui semblaient en faire partie de la même coalition, se sont disputés entre eux, ont commencé à se battre les uns contre les autres sur le territoire du Yémen, et toute cette histoire a finalement échoué. La coalition n'a jamais réussi à chasser les Houthis de Sanaa. En réalité, les Houthis ne se sont renforcés qu'avec l'aide de l'Iran, qui leur fournissait des armes et de l'argent pendant tout ce temps. En 2022, les parties ont enfin signé un cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU. Soudainement, les combats à grande échelle diminuent brusquement. Une porte s'ouvre pour les négociations, mais il y a une nuance importante. Les affrontements sporadiques n'ont jamais cessé et par conséquent, la guerre ne s'est pas vraiment terminée. Il serait donc plus juste de dire que l'ancienne guerre a repris après une pause, plutôt qu'une nouvelle ait commencé. Elle a repris car les circonstances ont changé. Voyons maintenant lesquelles et examinons-les ensemble. Voici la clé de l'épisode. Pourquoi les Saoudiens prennent-ils ce risque maintenant, alors qu'ils ont déjà l'expérience peu positive de la guerre au Yémen? Et on pourrait se demander pourquoi s'engager à nouveau dans cette guerre. Examinons à nouveau la chaîne des événements. Le détroit d'Ormuz est en fait fermé depuis la fin février à cause de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Pour l'Arabie saoudite, c'est une catastrophe, car son principal terminal d'exportation, Ras Tanura, qui est d'ailleurs le plus grand du monde, s'est retrouvé paralysé. Et par conséquent, ils ne savent plus quoi faire de leur pétrole. Avant, ils faisaient d'un passer tous leurs pétroliers du golfe Persique par le détroit d'Ormuz. Ensuite, ces pétroliers sortèrent dans l'océan ouvert et le commerce se faisait. Et soudainement, le détroit d'Ormuz se retrouve fermé. Que fait dans cette situation Riyad ? Riyad était en partie préparé à ce scénario, c'est pourquoi il réoriente ses flux de pétrole vers l'ouest. L'oléoduc Est-Ouest, long de 1200 km, allant des champs pétrolifères de l'Est jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge, a été rétabli à pleine capacité, soit 7 millions de barils par jour. De plus, ils augmentent le débit de cet oléoduc assez rapidement. Les exportations via Yanbu quadruplant pour atteindre un niveau record de près de 4,5 millions de barils par jour. Ainsi, le royaume a été sauvé grâce à cet itinéraire. Et c'est précisément grâce à l'exportation via la mer Rouge qu'il n'a pas vraiment ressenti les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais il y a un gros problème. Pour que le pétrole saoudien atteigne les clients en Asie et en Europe depuis la mer Rouge, les pétroliers doivent obligatoirement passer par le détroit de Bab el-Mandeb. C'est un goulet d'étranglement étroit de seulement 26 km de large entre l'Arabie et l'Afrique. Et qui contrôle la rive sud de ce détroit? Exactement, les Houthis du Yémen. Et les Houthis, alliés de l'Iran, pourraient théoriquement bloquer le Bab el-Mandeb et, en fait, faire en sorte que l'Arabie saoudite n'ait plus aucun moyen d'exporter son pétrole. Et voilà que les États-Unis et l'Iran sont à nouveau entrés dans une nouvelle phase de guerre. Et il y a un risque que l'Iran implique ses forces supplétives dans ce conflit, c'est pourquoi Riyad prend les devants. Autrement dit, l'Arabie saoudite essaie d'affaiblir les Houthis avant qu'ils ne lui coupent l'oxygène en mer Rouge.
Maintenant, rassemblons toutes ces pièces du puzzle. Pendant que Washington et Téhéran s'affrontent dans le détroit d'Ormuz et que l'Iran frappe les bases américaines à Bahreïn, au Koweït, au Qatar, en Jordanie et à Oman, le Yémen devient le deuxième front de cette même guerre. Les Houthis sont un proxy direct de l'Iran et font partie de l'axe de la résistance. Dès le premier jour de la guerre des États-Unis contre l'Iran, les Houthis sont menacés de reprendre les attaques en mer Rouge et de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, mais se sont abstenus. À la mi-mars, les Houthis affirmaient enfin qu'ils attendaient simplement un signal de l'Iran. Fin mars, ils ont lancé un missile balistique contre Israël, entrant officiellement en guerre. Le 8 juin, ils ont interdit toute navigation israélienne en mer Rouge, considérant ces navires comme des cibles militaires. Mais l'essentiel s'est produit la semaine dernière. Les forces gouvernementales du Yémen, soutenues par l'Arabie saoudite, ont repoussé l'assaut des Houthis au sud de Hodeïda. Autrement dit, les Houthis ont commencé à intensifier la guerre dans le pays dès la semaine dernière. Et maintenant, regardez ce qu'il reste du réseau de forces supplétives iraniennes, ce fameux axe de la résistance avec lequel Téhéran a maintenu la région sous tension pendant des décennies. Le Hezbollah au Liban est vaincu. Israël contrôle le sud du Liban. Le ministre de la Défense israélien, Katz, a déclaré publiquement que 100 villages, le long de la partie ouest de la frontière, ont été détruits et refuse de retirer les troupes tant que le Hezbollah n'est pas complètement désarmé. Le Hamas dans la bande de Gaza a été neutralisé, une trêve y est en place depuis la fin de 2025. Les groupes irakiens subissent une énorme pression et ne relèvent pas la tête pour l'instant. Les Houthis au Yémen, eux, restèrent le dernier maillon relativement intact. C'est précisément pour cela que l'Iran s'y accroche autant. Et c'est précisément pour cela que la frappe saoudienne sur Sanaa est un coup porté au dernier pilier de l'architecture régionale iranienne. Mais voilà le paradoxe. C'est aussi important à comprendre. Une frappe contre les Houthis pourrait ne pas les briser, mais au contraire les réveiller. Les Houthis sont restés à l'écart, non pas par faiblesse. Téhéran a probablement décidé qu'il valait mieux garder la carte Houthi en réserve et la jouer un peu plus tard. Cette carte pourrait bientôt être posée sur la table, bloquant 2 détroits à la fois. Réfléchissez-y. Le détroit d'Ormuz est bloqué, par lequel transitent 20% des flux pétroliers mondiaux. Et le détroit de Bab el-Mandeb, par lequel transitent 12% de tous les flux pétroliers mondiaux, 32%, c'est-à-dire un tiers de tous les flux, seront bloqués. Imaginez ce qui arrivera au prix. Si les Houthis décident de se venger, ils n'ont qu'une seule option, mais elle est fatale, fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Le vice-ministre des Affaires étrangères des Houthis, Hussein al-Azi, s'est exprimé à sa façon. Citation. « Si Sanaa décide de fermer Bab el-Mandeb, ni les hommes ni les djinns ne pourront l'arrêter. » Que se passera-t-il alors ? Les Houthis n'ont pas besoin de couler chaque pétrolier. Quelques attaques suffisent à faire fuir assureurs et armateurs. L'expérience existe déjà. Entre 2023 et 2025, les attaques des Houthis yéménites ont réduit de plus de moitié le flux de pétrole à travers ce détroit. Et les navires ont contourné l'Afrique, perdant ainsi 14 jours de trajet. Mais aujourd'hui, les enjeux sont bien plus élevés. Environ 20% du commerce maritime mondial, soit 12%, passe par le Bab el-Mandeb. Et pour Riyad, c'est carrément une question de survie. Si le détroit est fermé, alors 4,5 millions de barils de pétrole saoudien par jour resteront tout simplement bloqués. Alors que le détroit d'Ormuz est déjà fermé. Et d'ailleurs, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déjà menacé de fermer Bab el-Mandeb si Israël ne cesse pas ses frappes au Liban. Mais Israël ne les arrête pas. En d'autres termes, l'Arabie saoudite a frappé ceux qui la tiennent à la gorge. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur un point distinct mais très important. Notez bien, la région du Moyen-Orient est en feu. Les États-Unis bombardent l'Iran. L'Iran bombarde le Koweït, Bahreïn, la Jordanie, le Qatar et Oman. L'Arabie saoudite frappe les Houthis du Yémen. Et Israël, pendant ce temps, semble rester à l'écart. Comment cela se fait-il ? Il y a plusieurs raisons, et elles disent toutes la même chose. Israël, à ce stade, a déjà remporté ce qu'il voulait. Et maintenant, il observe la situation à son avantage, mettant en pratique ce fameux facteur de la dissuasion. Avant tout, il a accompli ses objectifs. Il a écrasé le Hezbollah au point qu'il n'est plus aussi dangereux. Et l'armée israélienne est stationnée dans le sud du Liban et ne compte pas partir. Deuxièmement, Trump a en fait écarté Netanyahou des négociations avec l'Iran. Israël est tout simplement sorti du processus. Troisièmement, il y a la politique intérieure. Netanyahou a des élections à venir.
L'accord Trump-Iran est une catastrophe pour lui. Il n'a pas besoin d'une guerre en plus actuellement. Mais le plus important, c'est la logique stratégique. En ce moment, il se passe ce dont on ne pouvait que rêver en Israël. Les Arabes se battent contre les Perses. L'Arabie saoudite sunnite bombarde les Houthis chiites. L'Amérique frappe la flotte iranienne. Les ennemis d'Israël s'épuisent méthodiquement, les uns les autres, sans un seul soldat israélien. Mais il y a ici un détail très discret qui révèle tout. Selon des sources, Israël construit en ce moment même une base militaire au Somaliland, sur l'autre rive du détroit de Bab el-Mandeb, précisément pour frapper qui? Les Houthis, bien sûr. Donc Israël n'est pas à l'écart, Israël se prépare tout simplement. En résumé, l'Arabie saoudite a formellement lancé une nouvelle guerre aujourd'hui. En réalité, elle a repris une ancienne guerre qu'elle avait déjà perdue, après des années de bombardements et une réputation entachée. Pourquoi a-t-elle pris ce risque ? Eh bien parce que la guerre des États-Unis contre l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et a piégé Riyad, où sa seule voie d'exportation pétrolière dépend du bon vouloir des forces supplétives de l'Iran. Et après, je vois deux scénarios possibles. Soit les Saoudiens parviennent à affaiblir les Houthis, et alors l'Iran perd son dernier soutien dans l'axe de la résistance, soit les Houthis ferment le détroit de Bab el-Mandeb. Et alors, le monde se retrouve avec deux détroits bloqués en même temps, et l'Arabie saoudite se retrouve sans aucune exportation de pétrole. Le deuxième scénario, comme vous le comprenez, n'est plus un conflit régional, c'est un choc énergétique mondial, et alors beaucoup devront intervenir. Et Israël ? Israël, pendant ce temps, termine la construction de sa base au Somaliland et observe ses ennemis se frapper les uns les autres. Peut-être que la position la plus avantageuse dans cette guerre est celle où tu n'y participes pas. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.